Dès ses débuts, Hitler a su faire monter la pression pour ensuite jeter à ceux qui viennent l'écouter ce qu'ils veulent entendre. En 1919, il dénonce la honte nationale du traité de Versailles. Après des mois de palabres, les vainqueurs, surtout la France, l'Angleterre et les États-Unis, imposent à l'Allemagne des conditions de paix très dures, comme si elle était la seule responsable de l'immense carnage. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, condamne l'Allemagne à payer d'énormes indemnités, les réparations, qui vont peser sur son économie et seront au cœur de la contestation allemande. L'Allemagne est aussi amputée de 13% de son territoire et d'un dixième de sa population. L'Alsace-Lorraine redevient française et toute la rive gauche du Rhin est démilitarisée. Un film allemand de l'époque dénonce le dépeçage du reste de son territoire. Le pire est la séparation de la Prusse orientale du reste du pays pour recréer la Pologne démantelée au XVIIIe siècle et lui donner un accès à la mer. Ce couloir de Danzig sera le déclencheur de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands ressentent comme une humiliation l'exigence des Alliés de désarmer les groupes paramilitaires qui ont lutté contre la Révolution. Ils assistent au massacre de leurs sous-marins. De leurs cuirassés. De leur flotte aérienne. L'armée allemande est réduite à 100 000 hommes. Hitler est donc démobilisé, malgré lui, dans cette Bavière en pleine ébullition, où pullulent les groupes d'extrême droite. Il est filmé ici, pour la première fois, dans une manifestation du DAP, le Parti allemand des travailleurs, auquel l'armée lui avait demandé d'adhérer pour le surveiller dès 1919. Faute de mieux, il y reste pour devenir agitateur politique à plein temps. La Bavière est alors très à droite, tandis que le pouvoir à Berlin est plutôt de centre-gauche et porte le nom de République de Weimar, du nom de la ville où vient d'être votée la nouvelle constitution. Hitler, transformé en Bavarois, hurle avec les loups contre les criminels de novembre, ceux qui ont signé l'armistice et le honteux diktat de Versailles. Des idées partagées par l'armée et surtout par les anciens combattants qui se réunissent dans les grandes brasseries de Munich, comme la Bürgerbräukeller, où Hitler fait sa grande entrée, le 13 août 1920, avec une conférence intitulée « Pourquoi sommes-nous antisémites ?» Pour Hitler, la réponse est que, au-delà de sa haine viscérale des Juifs depuis la défaite, l'antisémitisme est le meilleur moyen d'attirer les militants nationalistes. Hitler galvanise les excités de son groupuscule d'extrême droite qui le prennent pour chef et lui procure une voiture, signe de son importance. Alors il change le nom du parti. Hitler associe les deux termes, national et socialisme, pour ratisser large et pour montrer son anticapitalisme. Le DAP sera désormais le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, qui sera appelé en abrégé nazi. Dans son petit local d'une brasserie de Munich, il dessine l'emblème du parti. Il écrira dans Mein Kampf, après d'innombrables essais, je choisis un drapeau rouge pour montrer la dimension sociale de notre mouvement, avec un rond blanc pour sa vocation nationaliste et la croix gammée, symbole de l'arien, éternel antisémite.
Pour protéger ces réunions, il crée les SA, les sections d'assaut. Une petite milice à qui il procure des vestes provenant d'un stock de l'ancienne douane austro-hongroise. Son radicalisme fait passer le parti de 2000 à 20 000 membres, 10 fois plus en un an. Il a réussi grâce au soutien d'une sorte de secte raciste, la société de Thulé, du nom d'un royaume nordique de légende. Ses membres financent un journal avec des fonds d'origine douteuse. Ce journal devient celui du parti nazi avec un nouveau titre, Volkischer Beobachter, l'observateur racial. Son directeur, membre de la société de Thulé, est Alfred Rosenberg, qui se prétend le théoricien de l'antisémitisme. Confus et le plus souvent délirant, il sera l'un des grands inspirateurs de la Shoah. Un autre ancien membre de la société de Thulé, alors étudiant, est Rudolf Hess, qui deviendra le secrétaire d'Hitler et l'un de ses plus serviles et fanatiques complices. À ses premiers militants se joindra un héros de la Grande Guerre, Hermann Göring, l'un des plus célèbres pilotes de chasse allemands. Comme beaucoup d'autres, il a eu du mal à se réadapter à la vie civile. En Hitler, il trouve le porte-parole de ses idées contre-révolutionnaires et deviendra le numéro 2 du régime, et entre autres, l'un des instigateurs des camps de concentration. Le 11 janvier 1923, les Allemands assistent médusés à l'entrée fracassante des soldats français et belges qui viennent occuper la Ruhr, région minière et sidérurgique, parce que l'Allemagne rechigne à payer les fameuses réparations, les indemnités imposées par le traité de Versailles. Français et Belges veulent se payer directement en charbon. Alors le gouvernement de Berlin ordonne une résistance passive, une grève des mineurs et des cheminots que les Français vont remplacer. Il n'y a plus de charbon pour les Allemands et la situation se tend dangereusement. Le 10 mars 1923, un officier français, le lieutenant Pierre Colpin, du 17e bataillon de chasseurs, est assassiné. Son cercueil traverse les villes et les officiers français giflent les Allemands qui ne se découvrent pas. Images ineffaçables qui seront largement exploitées par les nazis, comme celle des 15 ouvriers des usines Krupp tués par les Français le 31 mars. Ou l'exécution d'un saboteur, Albert Schlageter, dont le journal nazi fait un martyr. Il accuse aussi de viol les soldats africains de l'armée française. Hitler au pouvoir fera stériliser les métis nés de ces unions, puis se vengera cruellement en 1940. Hitler dénonce la faiblesse du gouvernement qui permet aux Français de traiter l'Allemagne comme une colonie. Les Allemands ont froid. Les Allemands ont faim. Ils tentent de voler le charbon des Français. La République de Weimar est obligée d'importer du charbon et de payer ses mineurs grévistes. Ces dépenses énormes l'entraînent à faire marcher la planche à billets à toute allure. Le mark se déprécie d'une manière affolante. Les Allemands payent, un jour, le kilo de pommes de terre 1 milliard. Et le lendemain, la miche de pain 460 milliards de marks.
Sur ce terreau de folle inflation et de chômage, l'extrême droite bavaroise se mobilise avec à sa tête le général Ludendorff. Grâce à Ludendorff, Hitler a réussi à unifier tous ces groupes d'anciens combattants aigris par la défaite. Il veut tenter un putsch, un coup d'État, marcher sur Munich, puis sur Berlin. Hitler dit « Nos gens sont soumis à de telles pressions économiques que si nous n'agissons pas maintenant, ils vont passer chez les communistes. » Les nazis vont réussir à se procurer des armes grâce à des militaires complices. Mais après des hésitations, l'armée et la police décident de rester fidèles au gouvernement légal. Dès lors, à Munich, pour Hitler, tout est perdu. Mais il a l'extravagante illusion que Ludendorff et lui vont quand même entraîner la population. Et il fait avancer ses troupes vers les barrages menaçants de la police. Les deux camps sont face à face avec Hitler en gabardine blanche au centre. C'est un photomontage nazi destiné à fabriquer la légende du courage d'Hitler. En fait, il s'est protégé derrière son garde du corps, qui a été tué dans la fusillade. Car la police a tiré, mettant fin au putsch d'Hitler de 1923. 10 ans plus tard, quand il aura pris le pouvoir, Hitler instituera tous les 9 novembre une cérémonie funèbre dans le style des rites païens nordiques, à la mémoire des 14 militants nazis tués pendant le putsch. Leurs noms sont à chaque fois égrenés, et les milliers de nazis et de jeunesse hitlérienne répondent à chaque fois « présent ». Hitler a fait construire à Munich un mausolée où les Allemands ont l'obligation de défiler en saluant le bras tendu, ce qu'Hitler appelle les martyrs de novembre. Même en passant, même à vélo. Continuant l'exploitation du mythe du putsch, Hitler inventera une autre grande cérémonie nazie, le drapeau du sang. Chaque année, au congrès du parti de Nuremberg, il met en contact avec des mimiques féroces la relique sacrée, le drapeau du putsch taché de sang, avec les étendards des nouvelles unités du parti, comme pour les consacrer. Cette célébration, presque mystique, fait partie aussi de la science nazie du mensonge. En fait, Hitler avait mal préparé son putsch, improvisé et pour tout dire bâclé les détails. Il s'était révélé impulsif, sans jamais réfléchir aux conséquences. Toutes ces mises en scène masquent un fiasco qui aurait pu mettre un point final à l'aventure nazie. Car le putsch a échoué, Hitler a été arrêté et le Parti national-socialiste interdit. Nuremberg, 1929. Au congrès du parti nazi commence véritablement ce que le dramaturge allemand Bertolt Brecht appelle la résistible ascension d'Adolf Hitler. Une nouvelle crise économique très violente, partie des États-Unis, ravage le monde et surtout l'Allemagne. Les usines ferment les unes après les autres et le nombre des chômeurs atteindra le chiffre effrayant de 6 millions. Désespérés, ils sont nombreux à se tourner vers les nazis et vers les communistes qui ont aussi leurs troupes de paramilitaires en uniforme. Communistes et nazis vont se heurter violemment dans toutes les élections qui suivent.
Hitler provoque le désordre et prétend être le seul à pouvoir l'arrêter. Ce véritable chantage s'avère efficace. Hitler va rallier les commerçants et les petits propriétaires en dénonçant ce qu'il appelle la peste rouge, les marxistes égalitaires qui effraient aussi les paysans. Le résultat est incroyable. 100 députés nazis font leur entrée au Parlement allemand, le Reichstag. Hitler est à la tête de la deuxième formation politique du pays, derrière les socialistes. Pourtant, cela n'inquiète pas vraiment les classes dirigeantes qui méprisent Hitler. Stefan Zweig écrit « Pour eux, le pouvoir a toujours été réservé aux barons, aux princes et à ceux qui ont une culture universitaire. Rien n'a autant aveuglé les intellectuels allemands que l'orgueil de leur culture. » Pendant ce temps-là, Hitler continue son ascension. En un an, il s'impose à l'extrême droite allemande. Les fédérations d'anciens combattants, comme les Casques d'Acier, qui ont 500 000 adhérents, devront se soumettre.